Histoire vraie de trahison. Je suis allée chez mon fils, puis j'ai vu la voiture de mon mari. Bonjour à toi, qui prend le temps de m'écouter. L'histoire que je vais te confier aujourd'hui est gravée dans ma chair. C'est l'histoire du jour où le sol s'est dérobé sous mes pieds. Avant de commencer, si tu penses que la vérité, même la plus douloureuse, est une lumière nécessaire, alors je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, et à laisser un pouce bleu. Ton soutien est un baume sur bien des blessures. Merci. T'es-tu déjà senti comme le pilier silencieux de ta famille? Celui ou celle sur qui tout le monde s'appuie, que l'on croit acquis, immuable, presque un meuble dans le décor de la vie des autres? Moi, c'est Françoise. J'ai 59 ans. Ou plutôt, j'avais 59 ans quand mon histoire a commencé. Jusqu'à ce fameux jour, ma vie était une tapisserie que j'avais tissée avec patience et amour. Le fil d'or, c'était mon mari, Gérard. Un homme charismatique, un entrepreneur parti de rien, qui avait bâti une petite entreprise de menuiserie florissante dans notre région du Cher. Nous étions mariés depuis 35 ans. 35 ans de matins partagés, de soucis murmurés dans l'oreiller, de victoires célébrées. Je l'admirais. Il était mon roi. Le fil d'argent, c'était mon fils unique, Thomas. Mon trésor. Un garçon intelligent, sensible, qui avait suivi les traces de son père et travaillé avec lui. Il s'était marié il y a 5 ans avec Sandrine, une jeune femme douce, presque timide, que j'avais accueillie comme ma propre fille. Je lui avais tout appris, mes recettes de cuisine, mes astuces de jardinage. Elle m'appelait « Maman Françoise ». Ces mots fondaient mon cœur à chaque fois. Et moi, dans cette tapisserie? J'étais le fil de trame, celui qu'on ne voit pas mais qui tient tout ensemble. J'avais élevé mon fils, soutenu mon mari dans chaque épreuve, transformé notre maison en un havre de paix. Ma plus grande fierté était de les voir tous réunis autour de la grande table en chêne, le dimanche, riant, partageant le repas que j'avais passé la matinée à préparer avec amour. J'étais la gardienne de leur bonheur. Et je croyais, naïvement, que mon bonheur était leur priorité. L'histoire, ma véritable histoire, a commencé un mardi. Un mardi d'automne magnifique, où le soleil dorait les feuilles des vignes. Thomas m'avait appelé le matin. Sa voix était faible, un peu enrouée. « Maman ? Je ne me sens pas bien du tout. Je crois que j'ai attrapé une mauvaise grippe. Je vais rester au lit aujourd'hui. » Mon cœur de mère s'est immédiatement mis en alerte. « Oh mon chéri, tu veux que je passe te voir? Je peux te préparer un bon bouillon. »« Non, non, ne t'inquiète pas, » a-t-il dit rapidement. « Sandrine est là, elle s'occupe de moi. Reste te reposer, tu en fais déjà bien assez. Je te rappelle demain. » J'ai raccroché, un peu déçu mais rassuré de le savoir entre de bonnes mains. L'après-midi, en faisant mes courses, je suis passée devant le boucher. Et je l'ai vu. Un magnifique paleron de bœuf, parfait pour le plat préféré de Thomas, mon bœuf bourguignon. Celui qui, disait-il, pouvait guérir tous les maux. L'idée a germé instantanément. Je n'allais pas le déranger. J'allais simplement lui cuisiner son plat, le mettre dans une cocotte, et le déposer sur le pas de sa porte. Une surprise réconfortante. Pendant 3 heures, ma cuisine a embaumé. L'odeur des oignons rissolants, du vin rouge, du thym. Chaque geste était une prière pour le prompt rétablissement de mon fils. Vers 17 heures, mon chef d'œuvre était prêt. J'ai soigneusement calé la lourde cocotte en fonte dans un panier, sur le siège passager de ma voiture. Gérard, mon mari, était censé être en déplacement pour la journée, un rendez-vous important avec un nouveau fournisseur à Bourges. Il ne rentrerait que tard le soir. Le trajet jusqu'à la petite maison de Thomas et Sandrine, à une vingtaine de kilomètres, s'est fait dans la douce lumière du couchant. Je fredonnais une vieille chanson à la radio, heureuse de mon petit complot maternel. J'imaginais le sourire de Thomas en découvrant la surprise. En tournant dans leur rue, une rue calme bordée de pavillons, j'ai ralenti. Et mon cœur a eu un soubresaut. Devant la maison de mon fils, il y avait une voiture que je connaissais par cœur. La berline noire de Gérard. Mon mari. Ma première pensée a été d'une immense tendresse. Quel père merveilleux, me suis-je dit. Il a dû annuler son rendez-vous pour venir prendre des nouvelles de son fils malade. J'ai souri, touché par cette attention. Je me suis garé un peu plus loin, pour ne pas gâcher la surprise de mon bourguignon. J'ai pris le lourd panier et j'ai commencé à marcher vers la maison. Les volets du rez-de-chaussée étaient tirés. C'était étrange pour une fin d'après-midi. Ils doivent se reposer, ai-je pensé. Thomas doit dormir. Je me suis dit que j'allais simplement poser la cocotte, envoyer un texto et repartir sur la pointe des pieds. Mais en arrivant près du portillon, j'ai entendu quelque chose.
Ce n'était pas le son d'une télévision, ni l'atout d'un homme malade. C'était de la musique, une musique douce, sensuelle. Et par-dessus, des rires. Pas les rires de mon fils. Le rire grave et profond de mon mari, Gérard. Et un autre rire, cristallin, léger. Celui de Sandrine, ma belle-fille. Un malaise indéfinissable m'a envahi. Pourquoi riait-il si fort alors que mon fils était censé être cloué au lit, à l'étage? Poussé par une force que je ne contrôlais pas, j'ai contourné la maison, sur le côté, là où se trouvait la fenêtre de la cuisine, dont le volet n'était pas complètement fermé. Je marchais dans les massifs de fleurs que j'avais aidé Sandrine à planter au printemps. Mon cœur battait à tout rompre. Je me sentais comme une voleuse, mais je devais comprendre. J'ai collé mon oreille contre la fente du volet. Les rires étaient plus proches. Et puis, j'ai entendu leur voix. « Arrête, tu vas me faire renverser mon verre. » C'était la voix de Sandrine, enjouée, presque aguicheuse. « Il faut bien que quelqu'un te fasse rire un peu, ma chérie, avec ce mari toujours fatigué. » C'était la voix de mon mari. Mon Gérard. Les mots « ma chérie » résonnaient étrangement dans sa bouche. Puis, la phrase qui a fait basculer mon monde. La voix de Sandrine, plus basse, plus intime. « Tu ne crois pas qu'il va se douter de quelque chose? Ça fait 2 fois cette semaine que tu annules un rendez-vous important. Ne t'inquiète pas pour Thomas. Il croit tout ce que tu lui dis. » Et quant à ma femme, j'ai entendu le rire de Gérard, un rire que je ne lui connaissais pas, un rire teinté de mépris. Françoise? Elle est bien trop occupée à être la mère parfaite et l'épouse parfaite. Elle ne voit rien. Elle ne saura jamais. Le panier m'a glissé des mains. La cocotte en fonte a heurté le sol avec un bruit sourd et mat. Le couvercle a sauté. Et mon bœuf bourguignon, mon plat d'amour, s'est répandu dans les chrysanthèmes. L'odeur riche du vin et des herbes est montée jusqu'à moi, une odeur qui me donnait soudain la nausée. À l'intérieur, la musique s'est arrêtée. Un silence. Tu as entendu? C'est sûrement un chat. Viens là. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai reculé, pas à pas, comme si je marchais sur du verre brisé. Je ne sentais plus mes jambes. L'air ne rentrait plus dans mes poumons. Chaque mot que j'avais entendu tournait en boucle dans ma tête. La trahison. La double trahison. Mon mari. La femme de mon fils. Ensemble. Se moquant de moi. Se moquant de mon fils. Ma tapisserie, ma belle tapisserie tissée pendant 35 ans, venait d'être lacérée d'un coup de couteau. Les fils d'or et d'argent pendaient, misérables, souillés de mensonges. J'ai réussi à regagner ma voiture. Je me suis assise derrière le volant, tremblant de tous mes membres. Je suis restée là, je ne sais combien de temps, fixant le pare-brise sans rien voir. Le soleil s'était couché. La nuit était tombée. Et dans mon cœur, il faisait plus noir encore. Je m'arrête un instant ici. Imagine. Tu es à ma place, dans cette voiture, dans le noir. Le monde que tu connaissais n'existe plus. Quelle est la première pensée qui te vient? La rage? Le chagrin infini? Le désir de vengeance? Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais ressenti. Ta réponse est un écho à ma propre solitude à cet instant. Reprenons, si tu le veux bien. Je suis rentrée à la maison. Automatiquement. Mon corps conduisait, mon esprit était ailleurs, dans un brouillard de douleur. La maison était vide, silencieuse. Notre maison. Leur maison. Une scène de crime. Chaque objet, chaque photo sur le mur me hurlait leur trahison au visage. La photo de notre mariage. La photo de Thomas enfant. La photo du mariage de Thomas, où je posais fièrement entre mon mari et ma nouvelle fille. Une mascarade. Toute ma vie était une mascarade. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans un état de calme terrifiant. La Françoise naïve, la mère aimante, l'épouse dévouée, était morte dans le jardin de son fils, au milieu de son bœuf bourguignon. Une autre femme était en train de naître de ses cendres. Une femme que je ne connaissais pas. Une femme dont les yeux s'étaient enfin ouverts. Gérard est rentré vers 22h. Il est entré dans la cuisine où j'étais assise dans le noir. « Ah, tu es là, ma chérie. Quelle journée. Ce fournisseur à Bourges était interminable. Je suis épuisée. » Il a allumé la lumière.
Il m'a vue, assise à la table, et a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Françoise, tout va bien? Tu es bien pâle. J'ai levé les yeux vers lui. Pour la première fois, je le voyais vraiment. Pas le roi, pas le mari. Mais l'étranger. Le menteur. Oui, tout va bien, Gérard, ai-je répondu. Ma voix était plate, méconnaissable. Juste un peu fatigué, il n'a pas insisté. Il est allé prendre sa douche. Et moi, je suis restée assise, et j'ai commencé à réfléchir. La rage et le chagrin étaient là, bien sûr, un océan en furie sous la surface. Mais une autre force émergeait, la lucidité. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas faire de scène. C'est ce qu'ils attendaient. La crise d'hystérie de la vieille femme trompée. Non. J'allais leur offrir le silence. Et j'allais préparer ma réponse. Le lendemain, j'ai appelé mon fils. Alors, mon chéri, comment vas-tu ce matin? Ah, maman, beaucoup mieux, merci. C'était une mauvaise grippe, mais Sandrine a été une infirmière formidable. Le mensonge. Il était complice, ou il était aveugle? À ce moment-là, je ne savais pas. Et je devais savoir. Pendant une semaine, j'ai joué la comédie. J'ai été l'épouse parfaite. J'ai été la mère parfaite. Mais j'observais. J'écoutais. Chaque mot, chaque regard échangé entre eux quand nous étions tous ensemble, le dimanche, pour ce dîner qui était devenu une farce tragique. Et j'ai vu. J'ai vu le pied de Sandrine frôler la cheville de mon mari sous la table. J'ai vu le regard entendu qu'ils ont échangé quand Thomas a annoncé qu'il devait partir en déplacement professionnel pour 3 jours la semaine suivante. Et j'ai su. Thomas était aveugle. Il était la deuxième victime dans cette histoire. Et cette pensée m'a donné la force dont j'avais besoin. Je ne me battais plus seulement pour moi. Je me battais aussi pour mon fils. J'ai fait quelque chose que la gentille Françoise n'aurait jamais osé faire. Je suis allée voir un avocat. Pas n'importe lequel. Maître Chevalier, un vieil ami de mon père, un homme réputé pour sa discrétion et son efficacité redoutable. Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté sans m'interrompre, son visage de marbre ne laissant transparaître aucune émotion. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis il m'a dit, « Françoise, la vengeance est une chose. La justice en est une autre. Que voulez-vous ? Je veux récupérer ma vie, ai-je répondu. Et je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont détruit. » C'est là que Maître Chevalier a ouvert un vieux dossier. Un dossier qui sentait la poussière et les secrets. Votre père était un homme prudent, Françoise, très prudent. Il a sorti un document. L'acte de création de l'entreprise de votre mari. L'entreprise Menuiserie Baudin Esperluet-Tempe, fils, a été créée il y a 30 ans. Votre mari en est le gérant, le directeur, le visage public. Mais l'entreprise elle-même, le terrain sur lequel elle est bâtie, les murs de l'atelier, tout cela a été financé par une chose, la terre. La terre que votre père a apportée en dot lors de votre mariage. Je ne comprenais pas bien. Votre père a fait signer à Gérard un contrat très particulier. Il n'a pas fait une donation. Il a créé une société civile immobilière. Vous, Françoise, vous détenez 99 PER 100 des parts de la SCI qui est propriétaire de tous les actifs immobiliers et fonciers de l'entreprise. Votre mari, lui, ne détient qu'une seule part. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Pour le dire simplement, Françoise, Gérard est le roi de son château, c'est vrai. Mais il a oublié une chose. C'est vous, et vous seul, qui possédez le terrain sur lequel le château est construit. Le sol ne s'est pas dérobé sous mes pieds cette fois. Au contraire. J'ai senti la terre de mon père, solide, ancestrale, remonter sous mes talons, me donner une force que j'ignorais posséder. J'avais une arme. Une arme nucléaire. Le plan s'est dessiné, clair, limpide. Le dimanche suivant, j'ai organisé le dîner de famille habituel. Thomas était rentré de son déplacement. J'ai insisté pour que tout le monde soit là. J'ai préparé un rôti, des pommes de terre. J'étais la Françoise de toujours. Presque. À la fin du repas, au moment du café, j'ai dit, j'ai une petite annonce à vous faire. Tout le monde m'a regardé. Gérard et Sandrine semblaient un peu tendus. J'ai sorti une pile de documents de mon sac. Je les ai posés sur la table en chaîne. Gérard, mon chéri, ai-je commencé, ma voix était douce comme le miel. Tu travailles si dur. Je pense qu'il est temps pour toi de prendre un peu de recul.
J'ai donc décidé, en tant qu'actionnaire majoritaire de la SCI Terre d'Avenir, de révoquer ton mandat de gérant de l'entreprise. Le visage de Gérard est passé du rouge à la confusion, puis au blanc. De quoi tu parles? Quelle SCI? Tu es folle? Pas du tout, ai-je dit en lui tendant les documents. Lis. C'est le contrat que tu as signé avec mon père il y a 35 ans. Tu as peut-être oublié, mais la Terre, elle, a de la mémoire. Puis, je me suis tournée vers Sandrine. Et toi, ma chère Sandrine? Toi qui t'occupes si bien de ton mari quand il est malade, et même du mien quand il a des rendez-vous importants. J'ai une petite surprise pour toi aussi. J'ai sorti un dictaphone de ma poche. J'ai appuyé sur « Play » et la voix de Gérard et de Sandrine a rempli le silence de la salle à manger. Leurs rires. Leurs mots. Leurs mensonges. Enregistrés une après-midi, alors qu'ils se croyaient seuls. Thomas est devenu livide. Il a regardé son père, puis sa femme. L'horreur et la compréhension se sont peintes sur son visage. Il venait de tout comprendre. Sandrine a fondu en larmes. Gérard était pétrifié, le souffle coupé. Je me suis levée. J'étais le pilier. Mais un pilier n'est pas fait pour soutenir un toit qui abrite des serpents. Un pilier est fait pour tenir droit. La procédure de divorce est lancée, Gérard. Tu partiras de cette maison avec ta valise et ta seule part de la SCI. Sandrine, je te laisse le soin de t'expliquer avec ton mari. Mon fils. Je me suis tournée vers Thomas. Ses yeux étaient pleins de larmes et de douleur. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi de t'avoir ouvert les yeux de cette manière. Mais un abcès, il faut le percer pour guérir. Ce jour-là, ma famille a implosé. Mais ce n'était pas une fin. C'était un nettoyage. Un grand nettoyage de printemps. Gérard et Sandrine ont disparu de nos vies. Thomas, après une période de douleur immense, a relevé la tête. Il a demandé le divorce. Et il est venu travailler avec moi. Ensemble, nous avons repris l'entreprise. Nous l'avons rebaptisée. Baudin Esperluetamp, fils, est devenu Terre Esperluetamp, avenir. Aujourd'hui, je n'ai plus 59 ans. J'ai l'âge de ma nouvelle vie. J'ai appris, dans la douleur, que la plus grande des trahisons peut aussi être la plus grande des libérations. J'ai perdu un mari et une belle-fille. J'ai retrouvé un fils. Et surtout, je me suis retrouvée moi-même. Mon histoire est celle d'une femme que l'on croyait faible, une femme que l'on croyait acquise. Elle est la preuve que sous les cendres de la routine et du sacrifice, il y a souvent des braises de force insoupçonnées qui n'attendent qu'une trahison pour s'embraser. N'oubliez jamais la valeur de la terre que vous foulez, ni la force de ceux qui la protègent en silence. Si ce récit a fait écho en toi, si tu crois en la justice et en la capacité de se reconstruire, alors rejoins cette communauté. Abonne-toi pour que nos histoires continuent de donner de la force. Active la cloche alarme pour être au premier rang de chaque nouvelle leçon de vie. Et laisse un like pouce levé si tu penses que la justice, même tardive, est la plus douce des victoires. Merci de ton écoute. Prends soin de toi, et n'oublie jamais que même le plus grand des chênes a commencé par être un gland qui a refusé de se faire écraser. À très bientôt. Merci.